Territoire pilote de sobriété foncière est un programme lancé en 2020 par l'État qui vise à soutenir les collectivités locales à concilier le développement des territoires et la sobriété foncière. Depuis plus de 3 ans, les 7 territoires lauréats de ce programme ont mené des projets expérimentaux pour faciliter la mise en œuvre du ZAN et déployer des démonstrateurs de la ville sobre, résiliente, inclusive. Le programme a permis à chaque territoire de porter un nouveau regard sur le foncier existant et d'envisager les espaces délaissés, devenus invisibles, comme un gisement foncier potentiel. Au fil des mois, soutenues par une démarche collective, les équipes organisées en mode projet ont élaboré des outils concrets capables de rendre opérationnelle l'activation de ces sites. À l'heure du bilan, la démonstration est faite que le foncier invisible est une chance à saisir pour imaginer un aménagement sur mesure des territoires. Le 27 mars dernier, les territoires lauréats se sont réunis autour de la rencontre acteurs-chercheurs organisée par le PUCA et intitulée « Sobriété foncière, redirection urbaine, inverser le regard pour ménager le territoire ». Citizen Vox est allé à la rencontre d'élus engagés pour la sobriété foncière. Monsieur Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Épernay Agglo Champagne, oui, mais aussi président de la région Grand Est depuis janvier 2023. Alors pour situer un petit peu le contexte territorial, l'agglomération se compose de 47 communes, 50 000 habitants. C'est un territoire à dominante rurale, marqué par une identité agricole et viticole, dont le fameux vignoble AOP Champagne qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous avez donc engagé une démarche très proactive de sobriété foncière. Pourquoi avoir engagé cette démarche d'abord ? D'abord parce que nous sommes confrontés à une exigence de sobriété foncière du fait de la présence du vignoble de Champagne. C'est un vignoble excessivement cher et que nos villes, nos villages, confrontés à la proximité du vignoble, ne peuvent pas s'étendre aussi facilement que s'étendraient des villes situées en plaine, par exemple. Première contrainte. Et puis, l'opportunité. Lorsque l'appel à projet autour de la sobriété foncière a été lancé, on s'est dit, finalement, cette question de sobriété foncière, c'est un problème que nous subissons depuis des années. Autant profiter de cet appel à projet pour être conseillé, accompagné par le ministère. C'est ce qui s'est produit. On a fait partie des 7 territoires lauréats. Et on en est aujourd'hui très heureux parce qu'on a appris beaucoup sur notre propre territoire. Alors, qu'est-ce que vous attendiez justement de cette on attendait de savoir quelles pourraient être nos marges de manœuvre. Étant donné que la vigne est omniprésente chez nous, que nous avons par ailleurs des territoires inondables ou des forêts, et que nous souhaitions limiter notre impact sur cette nature qui nous enrichit également, on souhaitait savoir comment on pouvait continuer à se développer sans trop porter atteinte à la nature environnante. Et de ce point de vue, on a pu travailler avec un cabinet Ville Vivante, avec beaucoup de conseils du ministère, de Sylvain Grisot et bien d'autres experts du PUCA, qui nous ont accompagnés dans la démarche, nous ont permis d'analyser très finement notre territoire, qu'on soit dans des villages ou qu'on soit dans une ville moyenne comme Épernay, et donc d'aller déceler des gisements, des potentiels de développement qui ne porteraient pas atteinte à l'environnement immédiat de notre ville et de nos villages. Alors justement, à l'issue de ce diagnostic, la stratégie foncière que vous avez privilégiée, c'est plutôt une stratégie de densification douce. Comment on fait dans un territoire rural pour appréhender cette densification ? Comment on fait ? J'imagine que ça pose de multiples sujets, d'abord auprès des citoyens, peut-être auprès des élus. Comment vous avez organisé ça ? Il faut d'abord travailler avec les acteurs de ce territoire. Et les premiers acteurs, c'est les élus locaux. Et quand effectivement les élus locaux ont l'occasion de parcourir leur village avec ce regard extérieur à leur côté, ils vont eux-mêmes parfois découvrir un potentiel devant lequel ils passaient tous les jours et auquel ils s'étaient habitués. Et donc ça veut dire que par exemple un corps de ferme à l'abandon, un ancien atelier municipal, un terrain situé entre 2 lotissements peut demain trouver une opportunité, peut demain devenir un territoire de développement, d'aménagement, là où ce territoire était aujourd'hui inutilisé. Parfois, on va retrouver des friches, parfois très petites, 2500, 3000 mètres carrés, parfois beaucoup plus grandes. À Épernay, 13 hectares liés à la fin de la vie industrielle autour des ateliers SNCF qui autrefois
occuper plus de 2000 personnes. Voilà, ce sont évidemment des territoires de recomposition urbaine, de reconversion ou industrielle ou urbaine d'une manière générale, qui vont constituer notre lieu d'observation, d'analyse, de travail et de reconquête, puisque l'objectif c'est bien d'offrir des solutions de logement ou d'activité sur nos territoires, sans toujours sombrer dans la facilité qui consiste à s'étendre vers l'extérieur. On sait très bien qu'un champ agricole n'est pas excessivement cher et que si on l'aménage et qu'on l'urbanise, le poids du foncier va pas être l'élément le plus décisif dans l'opération. Mais c'est aussi la facilité. Et à chaque fois qu'on consomme de l'espace, on réduit le potentiel d'espace naturel, agricole ou forestier, et ça n'était pas notre souhait. Et au niveau des habitants, est-ce que ça n'a pas parfois pu susciter quelques interrogations? Je sais que un site notamment avait été envisagé qui finalement n'a pas pu être réalisé par un blocage, en tout cas par une vraie réticence de la part de la population. Comment vous avez appréhendé du coup cette question-là avec les citoyens, avec les habitants, et comment vous avez réussi à dénouer s'il y avait des blocages auprès des citoyens? Alors le site en question, c'était une ancienne station essence située le long d'une départementale, et il nous semblait évident que quand on passait devant cette station essence où on voyait les pompes à l'arrêt depuis des années, on se disait, là, il y a peut-être un territoire à repenser, à recomposer. Sauf qu'effectivement, on se heurtait à la réaction des propriétaires. Elle est légitime, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Et donc, on s'est intéressé à d'autres solutions. Puisqu'en fait, on se rend compte que dans chaque commune, il existe une diversité de solutions. Et que si une solution n'est pas jouable pour des raisons, par exemple, de non-adhésion des propriétaires à la démarche qui est la nôtre, une autre solution sera possible. Et on a trouvé, à Épernay, dans des villages alentours, des sites qui finalement pourraient se prêter à des formes de recomposition urbaine. On est dans de la recomposition urbaine douce, on n'est pas dans du brutal, on n'est pas là pour exproprier les gens, on n'est pas là pour imposer une contrainte très forte, mais on est là pour, avec les territoires, imaginer un avenir différent, une composition urbaine différente dans un village ou dans une ville. Ça se fait dans le temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça nous donne des perspectives. Quand une commune sait que il y a un îlot qui est pratiquement aujourd'hui désert parce que largement inhabité, elle peut anticiper sur des phénomènes d'appropriation foncière, de recomposition foncière. On va pas lui demander de faire ça dans les 6 mois qui suivent. Donc on est vraiment sur une démarche sur le long cours. L'idée c'est d'avoir aujourd'hui l'observation de notre territoire, c'est-à-dire de tous ces gisements qui existent, sachant que certains seront mûrs très vite et d'autres ne seront peut-être mûrs que dans 10 ou 15 ans. Mais à partir du moment où on a cet observatoire du territoire, à chaque fois qu'une opportunité va se présenter, on va pouvoir s'en emparer et l'utiliser à bon escient. Oui, il y a beaucoup de pédagogie à faire, et y compris au niveau des élus locaux. Comment les élus locaux de l'agglomération ont perçu cette démarche? Comment ça s'est déroulé? Et concrètement, comment vous avez travaillé avec les élus pour les embarquer un petit peu dans cette démarche? Alors on les sentait un peu méfiants pour certains d'entre eux au départ, parce que faire venir des consultants de Paris dans leur village, vous imaginez la réaction, elle est assez légitime, mais en découvrant la démarche, en se rendant compte que cette démarche n'avait rien de violent, ou n'avait rien de déshumanisé, mais qu'au contraire, la volonté de l'agglomération, c'était de faire travailler les élus avec nos consultants. Ça a permis de changer petit à petit le regard des uns et des autres sur leur propre parcellaire. Et ça, c'est essentiel. C'est pour ça que le facteur temps, il est important. Il ne faut jamais, à mon sens, brutaliser les démarches de ce type, mais au contraire, convaincre en discutant sur place, en se rendant compte, en allant observer des friches, en allant observer des îlots partiellement désertés ou insuffisamment occupés, pour se rendre compte que c'est l'intérêt du village lui-même que de redonner vie à certains îlots situés en cœur de village qui ont perdu ces fonctions vitales. Et que, au bout du compte, quand on a un village plus ramassé où le centre vit bien, on vit mieux que dans un village qui a développé en périphérie des lotissements, par exemple, qui posent un certain nombre de difficultés parce qu'ils sont éloignés du cœur de ville. Et donc, je pense que cette démarche, elle doit se construire avec eux, ça c'est une évidence. Prenons le temps d'examiner ces solutions et puis laissons aux élus le choix de privilégier une solution plutôt qu'une autre, parce que dans chaque commune, il y a encore une fois des leviers différents à actionner, et c'est la responsabilité, après tout, du maire du village, de l'équipe municipale, de privilégier un levier au détriment d'autres. C'est d'ailleurs certainement une des craintes des élus, d'une perte finalement de pouvoir aussi, en tout cas de pouvoir au sens de vraiment de pouvoir faire des choses. C'est peut-être ça qu'il fallait lever. Oui, certains ont considéré que, vous savez qu'il y a un principe constitutionnel qui veut que les collectivités territoriales s'administrent librement.
En clair, on pensait en tout cas qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avant, ce qui n'était pas vrai, puisque des démarches de sobriété existaient déjà. Mais que c'est aujourd'hui surtout s'obliger en tant qu'élu et collectivement à porter un regard différent sur notre environnement, sur la manière dont nous avons, au cours des générations précédentes, aménagé nos villes et nos villages, pour peut-être intégrer des données nouvelles. Autrefois, on pensait que finalement, quand on s'étalait, on permettait à des projets qui peuvent être des projets commerciaux, industriels, urbanisation et développement d'habitats sous forme de lotissement, on pensait que ces solutions étaient sans impact sur notre environnement. En tout cas, on ne mesurait pas l'impact comme on le mesure aujourd'hui. On sait très bien qu'aujourd'hui, cette consommation d'espace, elle a un prix. On produit moins de produits agricoles, puisque c'est à 85% du territoire agricole qu'on consomme. Et puis, la capacité de stockage de carbone dans les sols diminue. Autre phénomène auquel on assiste, quand on artificialise beaucoup, on a davantage de problématiques d'eau le jour où il tombe des quantités d'eau importantes. Donc aujourd'hui, tout ça entre petit à petit dans l'esprit des élus, c'est normal, il faut du temps, et donc ça nous apporte un certain nombre de paramètres qui vont orienter nos jugements différemment. Et pour peu qu'on prenne le temps de travailler avec des consultants, pour peu qu'on prenne le temps de débattre entre nous, et de laisser les conseils municipaux débattre, on voit finalement émerger, là où on pensait avoir des obstacles, des porteurs de solutions. Et ces porteurs de solutions seront différents dans un village de plaine que dans un village de coteaux, que dans une ville moyenne. Ces solutions dont vous parlez, donc on les identifie aujourd'hui, on arrive à poser les diagnostics. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant un sujet sur l'opérationnalité ? Je voulais vous faire réagir sur le fait de créer du logement en densification douce dans les cœurs de ville, donc dans des territoires où le marché est un petit peu détendu, où le marché n'est pas dynamique comme ça peut l'être dans des territoires très très métropolitains. Comment on trouve l'opérationnalité pour faire véritablement ces logements ? Est-ce que les promoteurs sont au rendez-vous ? Est-ce que les acteurs sont au rendez-vous ? Et comment du coup on arrive à opérationnaliser ? J'aimerais vous faire réagir là-dessus. On se heurte là à une difficulté, c'est que plus la ville est importante, plus vous avez des solutions en termes de promotion immobilière. Malheureusement, on n'a pas assez aujourd'hui d'acteurs qui s'intéressent à l'habitat en milieu rural. Et ça, c'est un point sur lequel on doit travailler avec les organismes logeurs. Il n'est pas normal qu'ils se concentrent aujourd'hui essentiellement sur les grandes villes et moyennes villes et qu'ils délaissent complètement la ruralité. Je pense qu'il devrait y avoir en la matière un travail à entreprendre pour les convaincre de venir aussi apporter une part de solution qui passe pour certains villages aussi par du logement social. On a des personnes à revenus modestes en ruralité comme en milieu urbain. Il n'est pas normal que si vous voulez demain avoir accès à un logement social, vous alliez tous déménager de la ruralité vers la ville. C'est totalement contre-productif et ça ne correspond pas à l'aspiration de nos concitoyens. Donc il faut qu'on invente ces solutions. Mais je crois que vous avez mis en place une conférence des aménageurs, notamment pour essayer de mobiliser les acteurs. Voilà, ça fait partie des éléments. Quand on parle des aménageurs, on parle aussi bien des notaires que des agents immobiliers, que des organismes logeurs. Faire comprendre qu'il y a une demande de logement en milieu rural et qu'elle doit être satisfaite et qu'on ne peut pas laisser d'un côté les territoires ruraux sans solution, là où des territoires métropolitains vont avoir énormément de solutions. Donc il faut trouver des outils de régulation, des outils d'aménagement. On les inventera avec eux ou sans eux. L'objectif étant de permettre des solutions qui vont offrir des solutions de logement dans des villages qui sont nécessaires pour maintenir la vitalité des villages, qui sont nécessaires aussi sans doute pour permettre à des personnes âgées de demeurer dans leur village. On sait très bien qu'on a bon nombre de personnes âgées qui vivent dans des grandes maisons qui sont situées dans des villages, mais la grande maison devient une contrainte parce que d'abord on n'arrive plus à l'entretenir, qu'il y a des marches un peu partout et que cette personne qui risque à un moment ou à un autre de perdre en autonomie va avoir besoin d'un logement plus petit, plus confortable, mieux isolé. Demain, inventer des maisons où au lieu d'une personne âgée, on a 4 ou 6 personnes âgées qui vivent dans des appartements aménagés à cet effet. Je pense que c'est une piste de solution qui permettra notamment de maintenir nos aînés dans les villages le plus longtemps possible. On ne peut pas imaginer de ne pas avoir de solution de logement pour nos anciens dans leur village, le village où ils sont nés le plus souvent possible. Ils aspirent à vivre leur vieillesse dans ces villages et c'est à la puissance publique, ces différents acteurs, aux organismes de logeurs, de trouver des solutions. Alors vous parlez de la puissance publique, souvent ces opérations sont déficitaires et peuvent se réaliser uniquement par l'intervention de la puissance publique via des subventions d'équilibre. Jusqu'où, en fait, on peut aller dans la dépense publique pour, dans le cadre d'une sobriété foncière où ces opérations vont devenir la norme, ça veut dire que la dépense publique va être de plus en plus importante. Jusqu'où on peut aller ?
Eh bien, écoutez, la puissance publique n'a pas de limite dans son imagination. Je ne parle pas de créer des taxes, en l'occurrence, mais je considère que des moyens existent, des fonds verts ont été développés, les régions accompagnent un certain nombre de projets, les départements parfois, les organismes logeurs, les caisses de retraite peuvent être mobilisés parce que l'enjeu du vieillissement, c'est un des enjeux immédiats que nous allons devoir affronter, que nous sommes confrontés à une situation qui fait que beaucoup de personnes âgées vivent seules chez elles, que les perspectives du réchauffement climatique peuvent être très inquiétantes pour ces personnes âgées. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2003, où beaucoup de victimes ont été des personnes seules, âgées chez elles, parce qu'elles n'avaient pas la capacité à déceler un besoin de boire de l'eau à des moments répétés dans la journée, que la solitude accélère une forme de vieillissement et en tout état de cause crée une forme d'angoisse auquel les personnes âgées sont très sensibles, et que c'est notre collectivité, en mettant les acteurs publics, les acteurs privés, les caisses de retraite, des promoteurs, des organismes logeurs, qui doit inventer ces outils et qui doit faire en sorte de trouver des solutions qui trouveront à un moment ou à un autre une forme d'industrialisation, dans le sens où des solutions qui ont été adoptées dans certains villages peuvent être transposables assez facilement dans d'autres villages, et les modèles économiques peuvent parfois exister. Donc ça passe par une coopération quand même renforcée entre coopération de l'ensemble des acteurs, et l'ensemble des acteurs, bien sûr. Ok. Vous êtes président de région. Comment la région peut jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la sobriété foncière ? D'abord en animant des réunions sur tous les territoires. Elle le fait dans le cadre de son SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. La sobriété foncière fait partie des axes de travail. La sobriété énergétique, le développement des énergies renouvelables en lieu et place des énergies fossiles. Tous ces sujets sont des sujets qui nous parlent de notre avenir collectif. Et le rôle de la région, dans le cadre de son chef de fila autour de l'aménagement du territoire, c'est d'accompagner les élus dans leur réflexion, dans les moyens d'observation que nous mettons à disposition. Nous avons aujourd'hui un site qui s'appelle Géo-Grand Est, qui est une base de données permettant d'analyser la trajectoire foncière de chacune de nos communes, prises individuellement ou via leur EPCI, depuis 10 ans. La région a été un peu précurseur sur Voilà, ce sujet. Tout à fait. C'est-à-dire que cette base de données, elle existe, et il y a déjà des outils d'analyse à disposition des élus. Maintenant, on sait que c'est pas suffisant. Des élus vont avoir besoin d'un accompagnement sous forme d'ingénierie. On est là pour le faire avec l'État notamment, dans le cadre de fonds verts pour l'État et fonds d'accompagnement pour la région. On a des démarches exemplaires qu'on fait en sorte de vulgariser, voire d'essaimer sur différents territoires. Et évidemment, toutes nos politiques, je pense au pacte pour la ruralité que nous allons adopter le 5 avril prochain, vont permettre à des territoires qui s'estimaient jusque-là un peu oubliés d'accéder à une forme d'expertise, d'ingénierie qui va les aider à progresser. À leur rythme, évidemment, on peut pas. On voit que les changements dans une métropole sont souvent beaucoup plus rapides que dans des territoires ruraux. Pourquoi ? Parce que la pression foncière existe de manière incomparablement supérieure. Et quand vous avez une friche disponible dans un territoire très prisé, en quelques jours, cette friche est vendue. On sait très bien qu'il faut parfois 15 ou 20 ans dans un territoire plus délaissé pour surmonter cette difficulté. L'important, c'est que tout le monde soit dans le mouvement, pas dans le même tempo évidemment, mais que tout le monde trouve des solutions aux problèmes qui sont les leurs. Une dernière question, avec votre expérience sur la démarche territoire pilote de sobriété foncière, quel message vous pourriez faire passer, quel conseil peut-être, quel retour d'expérience vous pourriez témoigner auprès des élus pour encourager la démarche à se généraliser au niveau métropolitain ? Alors je crois qu'il ne faut pas voir la question du zéro artificialisation nette comme une seule contrainte. C'est un nouvel équilibre de vie qu'on essaie d'inventer entre d'un côté les projets humains, quelle que soit leur forme, et de l'autre côté, le respect des équilibres naturels. Pendant des générations, on a considéré que la nature était un peu notre variable d'ajustement. Aujourd'hui, on essaie d'avoir un développement plus équilibré, au bénéfice très certainement d'une vie future plus équilibrée, qui respecte mieux la nature, qui respecte mieux le cycle de l'eau, qui préserve la santé et le bien-être des générations futures. Et ça, je pense que c'est quand même une belle motivation pour entrer de manière positive dans la sobriété foncière, parce que ça nous apprend à voir et à vivre notre territoire autrement. Et c'est au bout du compte, j'en suis intimement convaincu, plus de qualité de vie. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci à vous. Pour retrouver toutes les informations utiles concernant le programme Territoire pilote de sobriété foncière, rendez-vous sur le site du PUCA, PUCA, urbanisme-puca.gouv.fr.